Je suis Marie-Caroline Missire, donc je suis directrice générale de Réseau Canopé. Et nous vous accueillons ici à la librairie Canopé. On est très heureux. Je voulais, avant de vous laisser malheureusement pour un autre engagement, remercier très chaleureusement messieurs les inspecteurs généraux de s'être libérés. Il faut savoir que vous êtes extrêmement sollicités sur ce sujet qui nous occupe ce soir et sur tous les sujets pour lesquels vous travaillez à l'inspection générale. Je sais combien il est rare et précieux de pouvoir voilà, compter sur votre disponibilité. Je voulais personnellement vous adresser mes remerciements pour vous être libéré pour cet instant Canopé et puis vous souhaiter de bons échanges avant de passer la parole à Bruno Desroux, directeur territorial, qui va vous donner un petit peu le contexte de cette soirée. Je vous souhaite un excellent débat et merci encore pour votre présence et merci à notre brillant animateur. Non, vraiment quelques mots et très rapide, promis qu'on passe le plus vite possible à nos regards croisés, puisque c'est le thème de ce qui nous réunit ce soir. Donc évidemment, je ne renouvelle pas les remerciements que vient d'adresser Marie-Caroline donc à nos intervenants. Donc je leur laisse la parole le plus vite possible. Juste vous dire quelques petites informations importantes pour nous. C'est la librairie Canopé, c'est aussi l'atelier de Paris, l'atelier Canopé de Paris, qui travaille à monter des formations, comme tous les ateliers Canopé, un par département. Donc monte des formations à partir évidemment de ressources. Inutile de vous dire, dans ces ressources, des regards croisés comme ce soir nous servent au premier plan. Donc, on récupère ces images, bien évidemment, sur la chaîne YouTube de Canopé. On s'en sert, bien sûr, pour des podcasts et on s'en sert pour monter des axes de formation importants. Et mes collègues m'ont demandé d'attirer votre attention sur le petit QR code que vous avez là-bas. Caroline, pardon. Oui. Donc, le QR code que vous avez là-bas pour la formation... Ah non, c'est moi, pardon. Donc, pour la formation que nous avons samedi sur l'esprit critique. Et je voulais juste lancer ces regards croisés en vous rappelant que dans ma vie, il y a une passion, c'est Marguerite Yourcenar. Et donc, dans Archives du Nord, elle a ce merveilleux moment où elle décrit ce qui a été historiquement. Elle parle de ses ancêtres et dit que ses ancêtres juges en Belgique ont condamné à être brûlés vifs des sorcières. On peut pas leur en vouloir, tout le monde faisait la même chose à l'époque. Mais que sous la torture employée au XVIIe siècle, on a évidemment, on s'est dit que c'était la norme. Or, il y a toujours des gens qui ont protesté. Il y a eu Montaigne contre les sorcières qu'on brûlait et qui disait qu'il aimerait qu'on leur offrit des couronnes d'Élébore. Donc, il y a Racine qui nous dit dans les plaideurs que la torture est quand même dommageable. Donc, il y a toujours des gens qui pensent à une époque où les gens ne pensent pas. Et elle terminait en disant ça. C'est toujours un crime de penser comme les gens qui ne pensent pas. Je pense que ça nous lance la réflexion sur ce regard croisé sur les valeurs de la République que porte Réseau Canopé fortement en ayant un intergroupe de toutes les directions territoriales pour monter des formations sur le sujet et inutile de vous dire qu'on rebondira à la suite des regards croisés échangés. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, nous allons passer un moment ensemble à débattre de questions centrales, de questions essentielles aujourd'hui, aussi bien concernant l'éducation nationale que la société en général, parce que cette question des valeurs de la République, elle traverse bien entendu toute la problématique qui se pose en ce moment dans la société. Je dirais que ça s'est surtout posé au moment où il y a eu les attentats, où il y a eu effectivement une remise en question de ces valeurs. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle de valeurs de la République? Ça va être le thème du débat. Qu'est-ce qu'on met dessous? Est-ce qu'on met liberté, égalité, fraternité, ou alors est-ce qu'on met d'autres choses? Est-ce qu'on réactive des notions anciennes? Est-ce qu'il faut en trouver de nouvelles? Ça va être le thème de ces échanges. Pour ce qui concerne les établissements, les enseignants, c'est une question très très importante, ce regard croisé sur les valeurs de la République. Est-ce qu'il y aurait une faiblesse à un moment ou à un autre? C'est une question que j'adresserai peut-être à l'historien Jérôme Grondeux. Est-ce qu'il y a un manque dans la transmission, des connaissances? Ça sera peut-être de votre côté, Abdenour, savoir aujourd'hui comment on peut réintéresser les élèves à ces systèmes de valeurs pour qu'elles soient suffisamment fortes et partagées pour résister aux autres valeurs. Parce qu'en fait, des valeurs, il en existe plein. On passe pas de 100 valeurs à beaucoup de valeurs, mais on passe à des systèmes qui sont parallèles et parfois antagoniques et qui peuvent générer, vous le savez pour ceux qui sont dans la communauté enseignante, qui peuvent être
qui peuvent générer des frustrations, des désespérances, des fausses routes. Et là, je fais référence à de nouvelles idées qui existent depuis quelques années, sur lesquelles nous avons travaillé avec Jérôme à propos du complotisme, qui est quand même là aussi une valeur qui pouvait pas être considérée réellement comme une valeur il y a peut-être 10 ou 15 ans, mais qui aujourd'hui, malheureusement, est bien présente. Donc, d'autant plus que ce complotisme touche particulièrement les jeunes, puisque vous savez que aujourd'hui c'est une valeur qui traverse absolument tout le système de pensée de la jeunesse. Alors donc, pour parler, je vais dresser le portrait très rapidement de nos deux amis. Abdenour Bidar, donc, qui est philosophe, il est bien connu, y compris pour ceux qui écoutent la radio, il y a toujours des podcasts passionnants où il développe toute sa pensée sur l'islam moderne. Je vous recommande cette écoute qui est vraiment tout à fait intéressante. L'islam vu comme une religion, mais totalement libérée du poids des traditions et des dogmes, hein, pour résumer, en gros, enfin, c'est du moins ce que j'ai compris. Et puis au-delà d'un œcuménisme classique, je pense que là, il y a vraiment Abdenour Bidar défend un humanisme qui nous concerne absolument tous, quelle que soit sa religion ou même sa non-religion, évidemment. Donc pour Abdenour, l'humanisme repose sur trois liens. La démarche, alors je pense que vous y reviendrez, mais je résume avant de démarrer le débat, qui démarre dans une démarche personnelle à l'intérieur de soi. Il faut trouver le lien intérieur, se connaître son moi en profondeur. Il y a le lien aux autres, bien sûr, fraternel, et puis les liens avec la nature. Donc, c'est une démarche qui a été largement développée dans un livre qui s'appelle Les Tisserands, qui a été écrit, c'est une nouvelle édition, je pense qu'il a été peut-être mis à jour, mais en 2016, voilà, qui est un livre tout à fait intéressant, tout à fait d'actualité. Et d'ailleurs, Abdenour vient de sortir un livre il y a quelques semaines qui s'appelle Grandir en humanité. C'est un dialogue avec Philippe Mérieux, qui est là également tout à fait intéressant. Et bien sûr, Abdenour a contribué, dirigé ce livre, ce document de travail qui s'appelle Esprit critique. Voilà. Contribué, dirigé. Donc Jérôme Grondeux avec nous également. Donc lui, il est historien. Il est spécialiste de l'histoire politique contemporaine. En particulier, si je veux pas trahir sa démarche et ses pensées, mais surtout sur la Troisième République et le 19e siècle, la fin du 19e siècle, et tout le débat qui animait le monde politique, le monde religieux et le monde éducatif en cette fin de siècle, après la Commune de Paris jusqu'avant la guerre 14-18, et sans doute sur d'autres penseurs qui également t'intéressent de très très près. Je pense à Charles Péguy, par exemple. Voilà. Donc, puisque la thèse de Jérôme Grondeux, c'est la religion intellectuelle des Français, des intellectuels français au 19e siècle. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur cette interprétation dans les débats religieux, philosophiques, politiques. Et donc, Jérôme a enseigné dans le secondaire, comme vous d'ailleurs, vous êtes enseignant, et maintenant à Sciences Po Paris, et depuis 8 ans, plus à Sciences Po Paris. Donc je n'ai pas venu en voisin, mais voilà. Et puis vous êtes tous les deux inspecteurs général de l'Éducation nationale. Et Jérôme est doyen du groupe Histoire et Géographie. Depuis un mois. Ah zut alors. Et puis avec Jérôme, on se connaît puisque nous avons écrit donc ce petit livre sur le complotisme, qui est un livre pédagogique de vulgarisation pour décrire un peu aujourd'hui, c'est quoi le complotisme et en quoi il nous concerne, à la fois sur l'approche historique et puis l'approche actuelle, moderne, on va dire, via les réseaux sociaux, l'image, etc. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, on va dire que effectivement, ce débat sur les valeurs concernait le radicalisme principalement. Je pense que là, il y a quelques années, surtout après les attentats, ça a vraiment été quelque chose d'important. Donc vous êtes impliqué aujourd'hui dans différentes commissions au sein du ministère. Pour démarrer le débat, je voudrais démarrer sur la notion d'esprit critique. Et là, je vais m'adresser à vous pour ces premières questions, pour voir qu'est-ce que ça signifie en fait l'esprit critique. C'est une notion qui aujourd'hui on entend beaucoup. Je dis pas qu'elle est galvaudée, mais enfin on ne sait pas très bien exactement à quoi ça renvoie. Est-ce que ça veut dire que c'est penser par soi-même? Est-ce que ça veut dire ne pas penser seul? Est-ce que c'est penser à partir de principes universels? Et quelle autonomie on peut avoir, quelle liberté on met en œuvre pour justement avoir cet esprit critique?
Parce que voilà, je voudrais vous poser la question du paradoxe. On est aujourd'hui dans une société avec des technologies extrêmement sophistiquées, mais c'est ce que vous dites dans la plupart de vos ouvrages, qui accélère l'individualisation et les manières de penser se figent en même temps. Alors c'est ça que voilà, j'aimerais comprendre, c'est savoir est-ce que c'est figé ou est-ce que c'est en mouvement l'esprit critique. Bonjour Jérôme, bonjour Didier, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci d'être avec nous ce soir. Et quand on me parle de l'esprit critique, je pense immédiatement à la formule tranchante et décisive de Alain, d'Émile Chartier, qui disait, sur un mode d'ailleurs très français, en tout cas c'est comme ça que je l'avais interprété dans mon livre Génie de la France, il disait « penser, c'est dire non ». Penser, c'est dire non. Bon. C'est dire non à quoi? C'est dire non à tout ce qui voudrait nous imposer une vérité. C'est dire non à tout ce qui voudrait conditionner notre façon de voir, notre façon de réfléchir. C'est dire non à tout ce qui voudrait s'imposer à nous comme une doctrine, c'est-à-dire une vérité intouchable, intangible, sacrée, absolue. C'est dire non à tout ce qui voudrait nous endoctriner, nous aliéner, nous asservir, nous exploiter. Donc c'est une liberté, en fait. C'est la manifestation d'une liberté de la pensée ou d'une liberté dans la pensée. Et c'est un cri. Hein. L'esprit critique, c'est le cri d'une singularité du jeu, J-E, hein, du sujet, qui ne veut pas devenir l'objet d'une aliénation, d'un asservissement, d'un endoctrinement, etc. Donc c'est un cri de révolte. C'est une capacité de révolte aux différents conditionnements qui pèsent sur nous. Et l'esprit critique, à cet égard, est toujours difficile à conquérir, à acquérir. Il est très difficile, en réalité, de penser véritablement par soi-même. Il suffit, mais qui le fait aujourd'hui, de relire Platon pour s'en apercevoir. Et vous verrez que Socrate erre dans la cité athénienne en cherchant en vain quelqu'un qui voudrait, comme lui, faire l'effort de penser par lui-même et de développer un esprit critique par rapport à tout, c'est Merleau-Ponty qui disait cela à propos de Socrate, par rapport à tous les absolus figés que la cité a sacralisés. Hein. Merleau-Ponty disait cette phrase, disait « La vie et la mort de Socrate sont l'histoire des rapports difficiles que le philosophe entretient avec les dieux de la cité ». Les dieux de la cité, c'est justement toutes les vérités qui ont été érigées en principe, en valeur, en absolu, en dogme, en idéaux, etc. par la cité, et par rapport auxquels l'esprit critique du philosophe se dresse pour dire non, c'est-à-dire non, la vérité, s'il y a une vérité, ne se trouvera jamais tout entière dite, tout entière enfermée dans ce que la cité a sacralisé. Et Merleau-Ponty disait donc l'histoire des rapports difficiles que le philosophe entretient avec ces dieux de la cité et avec l'absolu figé dont ils lui tendent l'image. Voilà. Donc l'esprit critique, c'est l'esprit de résistance par rapport à tous les idéaux figés, tous les absolus figés, tout le prêt-à-penser, si je le disais à la manière contemporaine. Mais alors, c'est très difficile de développer un esprit critique. C'est très difficile. Est-ce que ça s'apprend? Ça s'apprend. Alors j'y ai réfléchi en venant parce que vous voyez, ça fait partie. Bon, je suis philosophe de formation et d'exercice. Enfin, j'essaye. L'ironie, si vous voulez, est que nous, les philosophes, nous sommes censés être les spécialistes de l'esprit critique, de l'exercice de l'esprit critique. Et en fait, je devrais donc pouvoir le définir facilement et indiquer facilement comment on l'acquiert ou comment on le cultive. Et je me rends compte à chaque fois que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Alors je dirais 3 choses, si vous me permettez. Et c'est ce à quoi j'ai pensé, c'était tout à l'heure dans la rue sous la pluie. Voilà, donc c'est vraiment en direct. J'ai pensé à 3, je dirais, 3 voies possibles vers l'esprit critique, ou 3 critères peut-être aussi d'un esprit critique vivant. Je dirais qu'une pensée critique, c'est une pensée inactuelle, c'est une pensée étrangère et c'est une pensée créatrice. Voilà à quoi j'ai pensé dans la rue. Vous vous rendez compte? Une pensée inactuelle, c'est-à-dire, ou si j'étais Nietzsche, je dirais une pensée intempestive, à contre-temps. C'est penser contre son temps. C'est en ce sens-là que j'entends l'inactuel. C'est-à-dire penser de manière singulière par rapport à ce que tout le monde pense.
Voilà. Y compris dans l'objet. C'est-à-dire penser à des choses auxquelles personne ne pense. Penser à des choses qui n'ont rien à voir avec les modes intellectuels du temps. Avec ce que Jean Bopéro, un grand spécialiste de la laïcité, appelle les questions socialement obligatoires. D'une certaine façon, je dirais, si vous voulez aujourd'hui développer un esprit critique, il ne faut pas penser à l'écologie. C'est provocateur, évidemment, ce que je suis en train de dire. Mais tout le monde aujourd'hui ne parle que de l'écologie. Tout le monde aujourd'hui ne parle que du genre. Tout le monde ne parle... Aujourd'hui, on peut faire une liste comme ça, des questions socialement obligatoires. La semaine dernière, j'intervenais à la faculté catholique de Lille dans un festival d'idées et j'ai été interrogé sur la démocratie. Bon. Eh bien, je disais, si vous voulez réfléchir de manière critique sur la démocratie, relisez Platon, justement. C'est-à-dire, relisez quelque chose sur la démocratie qui est complètement inactuel, qui a 2500 ans. Parce que Platon dit des choses en République 8, livre 8 de la République, des choses sur la démocratie qui peuvent nous offrir cette distance, si vous voulez, dont a besoin la pensée critique pour s'exercer par rapport au présent. Premier point. Deuxièmement, une pensée dans laquelle il y a un coefficient d'étrangeté. Alors, il y a l'étrangeté donnée par le temps, il y a l'étrangeté donnée par l'espace. Vous voyez ? Moi, je suis spécialiste, par exemple, je vous donne un exemple de ce que j'entends par pensée nourrie par l'étrangeté. C'est le regard éloigné dont parlait Lévi-Strauss, dont parlait Claude Lévi-Strauss. Je suis un spécialiste, j'ai fait ma thèse sur lui, d'un penseur musulman indien qui est né à Lahore, dans l'actuel Pakistan, qui est né à la fin du 19e siècle. Et au début du 20e siècle, il arrive à Cambridge, et il fait ses études de philosophie, il fait ses études de droit, il s'appelle Mohamed Iqbal, et là, il lit tous nos auteurs de la modernité. Il lit Kant, il lit Hegel, et puis justement, il lit Nietzsche, il lit Carl Gustav Jung, il lit William James, etc., et ce que je trouve extraordinaire dans sa pensée, et en ce sens-là pour moi c'est une pensée critique, c'est une pensée qui regarde les choses véritablement du dehors, à partir d'un tout autre contexte de civilisation, puisque lui c'est l'héritier de toute la pensée philosophique, théologique, mystique de l'islam, et en plus dans son ascendance paternelle il y a des origines brahmaniques, donc il y a cette influence de la pensée indienne qui est à l'arrière-plan. Et donc quand nous avons l'opportunité comme cela de pouvoir cultiver un regard éloigné, c'est-à-dire regarder à nouveau frais, de façon régénérée, rafraîchissante, différente, quelque chose que nous n'apercevions auparavant que de l'intérieur, que du dedans, je pense que c'est une condition intéressante. Et troisièmement, une pensée créatrice. Pour moi, là, il y a vraiment un indice d'une pensée critique, un esprit critique. Que chacun fasse l'exercice. Qu'il essaie sur un certain nombre de lignes de penser de manière créatrice, de créer quelque chose dans la pensée. C'est extrêmement difficile. Vous prenez n'importe quel sujet, facilitez-vous les choses, le sujet qui vous inspire le plus, vous voyez, sujet de société, et essayez de dire quelque chose de vraiment singulier, quelque chose qui vous est vraiment propre, qui vient vraiment de vous. C'est-à-dire qui n'est pas simplement la répétition par vous-même de quelque chose que vous avez entendu dans l'air du temps, défendu par tel ou tel camp idéologique aujourd'hui, mais quelque chose qui vienne vraiment de vous et qui en plus vienne de vous d'une façon nouvelle, qui ne soit pas simplement la répétition de vos lubies intellectuelles, c'est-à-dire de vos certitudes figées, de vos certitudes rassis. Je dis vous, j'ai les miennes. C'est-à-dire, vous savez, ces choses, ces convictions qui au bout d'un moment deviennent anciennes et qu'on finit par se répéter continuellement comme si, tout était là. Et sans faire davantage cet effort de penser à nouveau. C'est-à-dire donc de s'arracher à ce que l'on croit savoir, de prendre cette distance que Claude Nicollet appelait la distance de la laïcité intérieure, cette distance de soi à soi, vis-à-vis de celui qui en nous-mêmes, disait Claude Nicollet, est le petit expert, le petit important, le petit sachant, etc., qui a immédiatement, sur tous les sujets, une réponse prête. Donc la réponse prête, vous la laissez de côté, et vous essayez de penser quelque chose de nouveau. Moi, c'est cet exercice auquel je me confronte à chaque fois que j'écris un bouquin. Je peux vous dire que vous avez beau avoir écrit 20 bouquins, c'est toujours la même difficulté. Vous êtes toujours, pardon, je vais employer l'expression très triviale, vous êtes toujours à poil. C'est-à-dire que c'est toujours la difficulté d'un véritable commencement. Voilà. Mais en même temps, je ne vois pas d'autres ascèses, si vous voulez, d'autres exercices qui pourraient aider à cultiver l'esprit critique que justement de faire un effort de distanciation, d'altération vis-à-vis de sa propre pensée telle qu'elle est déjà là. Par rapport à tout
tout votre exposé, je vais poser la question à Jérôme, historien. Comment réinjecter cette méthode d'esprit critique, comment la transmettre et comment elle a été vécue dans l'histoire? Je voudrais d'abord revenir, puisqu'on est dans un débat sur ce que vient de dire Abdeno. Moi, il me semble qu'il y a une différence entre l'esprit critique et la pensée critique, et qu'il y a une différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. C'est-à-dire, l'esprit de critique et la pensée critique, c'est vraiment ce que tu as décrit là, c'est-à-dire l'accouchement d'une pensée nouvelle, disruptive, décapante. Bon, c'est quelque chose. Pour moi, il y a une autre dimension, et c'est une dimension, effectivement, ce côté, le refus des idées toutes faites, etc. Pour moi, il y a aussi une autre dimension qui est une dimension de prudence dans l'esprit critique. Pour moi, l'esprit critique, ça se joue pas. C'est pour ça qu'on parle d'autonomie plus que de solitude ou de liberté. Pour moi, l'esprit critique, ça se tourne pas seulement vers les autres, la société, ça se tourne sur soi-même. Pour moi, dans la dimension de l'esprit critique, et effectivement, ça peut être une définition un peu moins, je dirais, à la fois créatrice, un peu moins élitiste, peut-être un peu moins à l'usage des intellectuels. Je pense que c'est savoir ce que je sais, ce que je suppose, ce que j'ignore. Et donc pour moi, dans l'esprit critique, il y a aussi une dimension, c'est pour ça que je parlais de prudence, qui est une dimension de suspension de jugement. Je ne suis pas obligé, on est quand même dans une société, et c'est pour ça que je nuancerai sur le côté l'affirmation de soi. C'est-à-dire des gens qui veulent affirmer leur vérité à la face du monde. Quand on se balade sur Twitter ou sur Instagram ou sur Facebook, un peu moins Facebook maintenant, mais enfin d'autres réseaux, on en rencontre des milliers. Tout le monde a sa vérité, son identité, ses choses à crier à la face du monde. Et pour moi, ça relève pas forcément de l'esprit critique parce que je pense que toute cette société telle qu'elle fonctionne, elle a des tas d'avantages, elle a quelques inconvénients. En particulier, le fait de nous obliger à prendre position, et là tu l'as dit aussi, à prendre position sur tout de suite. Et je pense que l'esprit critique, c'est aussi avoir du recul, de la prudence, dans une époque qui n'en a pas forcément. Et c'est aussi une autre façon peut-être de résister un peu aux idoles de la tribu ou aux pressions de la société. Et je pense aussi que on a une autre dimension dans l'esprit critique qui est pour moi l'écoute. Dans le petit schéma qu'on avait fait il y a longtemps et qui est dans le petit bouquin sur l'esprit critique, il y a justement l'idée de l'écoute, d'écouter ce que les autres ont à dire. Donc, moi j'aurais je sais pas, peut-être une vision un peu plus socialisée. Vous savez, quand on parle des Lumières aux enfants, on leur cite toujours Kant avec qu'est-ce que les Lumières. Bon, mais donc qu'est-ce que les Lumières, penser par soi-même, voilà. On cite toujours la première partie du texte. Et dans la deuxième partie du texte, Kant explique qu'il ne faut pas écouter son médecin. Donc parfois, on arrive à des choses qui, de façon contemporaine, sonnent un peu différemment. Avec l'idée je veux dire, si je ne sais que ce que je peux penser tout seul de manière originale, je ne sais pas grand-chose. Il y a aussi donc tout ce que mon collègue Dominique Roja appelle dans l'esprit critique la confiance raisonnable. À qui je peux raisonnablement me fier pour m'instruire, pour m'informer. Donc tout cet esprit critique, je dirais, de second degré. Donc qui à mon avis complèterait un peu le tableau de l'esprit critique. Une réaction, parce que là, le débat est largement engagé. J'ai bien aimé plusieurs de tes références sur lesquelles je voudrais rebondir. Par exemple, la prudence. Elle a une grande histoire, cette notion de prudence dans la philosophie. Hein. C'est comme ça qu'on a traduit la phronésis d'Aristote, la capacité du phronimos, de l'homme prudent. En réalité, la prudence ici, c'est l'exercice du discernement. Voilà. Et moi, je pense au discernement et la culture du discernement
par rapport à tout ce qu'on nous raconte. Voilà. Et donc pour moi, la culture de l'esprit critique, telle que l'école doit la transmettre, c'est justement apprendre à discerner la fiabilité d'une source, la fiabilité d'une information, la fiabilité d'un discours, la qualité d'une argumentation. Oui, justement, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants dans cette salle. Par rapport à vos deux interventions, comment, par exemple, c'est savoir dire non. Alors, je pense que les enseignants sont déjà très confrontés à ce non au quotidien. Comment peut-on arriver à leur montrer qu'il y a un non positif et critique par rapport à l'appréhension du monde et de la société? Là aussi, c'est ce que disait Jérôme, qui est intéressant, c'est-à-dire que il y a l'esprit critique, et puis il y a le non spontané. Le nom de la provocation, le nom de la réaction égotique, etc. Et puis il y a le nom qui est un nom qui vient seulement après l'exercice d'une réflexion. Et donc je crois que le travail du pédagogue, c'est de transmettre la conscience que le nom authentique n'est pas un nom qui est le nom réactif, le nom immédiat, mais le nom qui vient au fur et à mesure d'une pensée propre qui fait le travail humble de s'élaborer. Voilà. Donc moi, par rapport à un élève qui voudrait me dire non, et ça m'est arrivé plein de fois, je prenais le risque, d'ailleurs je disais, vous pouvez me contredire, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, mais attention. C'est à vos risques et périls, c'est-à-dire qu'ensuite vous allez devoir discuter avec moi. Le but c'était pas de leur faire peur, c'était de les exciter un peu au dialogue, mais il s'agissait, non, ouais, il le faisait. Bien sûr, il le faisait parce que c'était très invitant, c'était voilà très chaleureux, c'était pas du tout méprisant. Mais il s'agissait simplement de leur dire que leur nom n'allait pas être un terminus, mais un commencement. Et qu'à partir de là, la discussion allait s'engager. Et que c'était au fur et à mesure de cette discussion, et grâce à cette discussion, que leur propre réflexion allait pouvoir s'élaborer véritablement, parce que, eh bien, elle allait être confrontée. Elle allait être confrontée à mes propres objections, à ma propre argumentation, et à mon exigence de professeur. L'exigence du professeur qui, en l'occurrence, visait à faire faire à l'élève le juste effort, véritablement, d'une élaboration supplémentaire de sa pensée qui, au départ, s'exprime d'une manière réactive, brouillonne, non élaborée, etc., etc. Jérôme, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette méthodologie du non, la méthodologie pédagogique? Alors, voilà. Alors, justement, il y a une dimension importante. Vous avez dit, il faut avoir le temps de dire non, il faut avoir le temps de développer, il faut avoir le temps de dire non seulement non, mais d'argumenter derrière le non. On est confronté aujourd'hui à des systèmes de pensée parallèles ou contradictoires qui se cultivent sur le non. Alors, je pense à un système sur lequel nous avons particulièrement travaillé sur le complot, qui reprend toutes les valeurs de la République, l'égalité, la fraternité, la liberté, qui montre à chaque fois que finalement ces valeurs sont inversées. Justement, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté et il n'y a pas de fraternité. Donc comment on peut retourner justement ces approches pour leur dire que ces valeurs existent et que cette argumentation parallèle, elle ne relève pas du non, mais d'une autre argumentation. Alors, je ne sais pas si Jérôme peut répondre. Pour moi, il y a deux choses. On a beaucoup travaillé sur le complotisme, et depuis qu'on a écrit notre bouquin, il y en a beaucoup d'autres qui se sont écrits, et on a maintenant énormément d'approches. On a des approches psychiatriques, on a des approches psychologiques, sociologiques, on a des approches d'épistémologie, comment ça se construit. On a des œuvres comme celle de Gérard Bronner, et on commence à avoir une vision du phénomène. Je pense que le complotisme n'est pas le seul à remettre en question, pour aller vite, le vivre ensemble autour des valeurs de la République. Faudrait, moi c'est un travail qui m'intéresse, bien distinguer parfois le complotisme des idéologies, de la propagande, de la communication. Il y a beaucoup de choses, mais il y a un point commun qui est le manichéisme. Véritablement, derrière le complotisme,
comme derrière d'autres formes, derrière des idéologies radicalisées, derrière ce qu'on peut appeler des fanatismes ou des fondamentalismes religieux, il y a toujours, au bout d'un certain temps, une perception manichéenne des choses. Donc dans ce cas-là, effectivement, si on prend les quatre majeurs parmi les valeurs et principes de la République, la liberté, et en particulier les trois premières, la liberté, l'égalité, la fraternité, si si la vision des choses, c'est des groupes ennemis qui s'affrontent, et si une autre catégorie, ce sont mes ennemis, je ne souhaite pas leur liberté, je ne me sens pas leur égal, soit parce que je les vois comme des dominants qui me méprisent, soit parce que moi-même je leur refuse d'être mon égal. Et évidemment, j'envisage pas de lien de fraternité avec eux parce que je ne le constate pas ou je ne le ressens pas d'eux avec moi. Donc ça c'est la première question, c'est-à-dire notre question, elle dépasse à mon avis le complotisme, c'est-à-dire comment sortir d'une pensée binaire, manichéenne, eux, nous. Et en plus, on sait bien que cette pensée-là se diffuse, ou ces formes de pensée, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le complotisme là, il faut bien insister là-dessus. Ça se diffuse parce que ça donne une clé de lecture très simple du monde. Et c'est une pensée qui semble ordonner le monde, le rendre presque rassurant dans la manière dont on le pense. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose où ça nous interpelle pour l'enseignement de façon plus précise, c'est le rapport entre les faits et les valeurs, entre la réalité et les valeurs. Je pense pas que la vérité soit le contraire du mensonge. Et donc, face à des gens qui disent que bon, bah, finalement, dans une démocratie comme la nôtre, avec toutes ses limites, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité ne veulent rien dire, qu'elles ne sont que des masques, des oripeaux pour voiler une réalité horrible. La réponse n'est pas de leur présenter une espèce de Disneyland démocratique ou de monde totalement bisounoursien. C'est simplement d'essayer d'expliquer ce que sont des valeurs, des principes, comment ce sont des choses qu'on essaye d'incarner dans le droit, qu'on essaye d'incarner dans la vie politique, dans la vie sociale. Tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de les incarner, qu'il n'y a pas que les valeurs dans la vie, dans une société, il y a aussi des intérêts, il y a aussi des passions, il y a aussi des intérêts contradictoires. Même la raison n'unifie pas tout le monde parce que les gens peuvent avoir des idées, des arguments et des choses qui les convainquent, même de façon argumentée, de manière différente, qu'il y a aussi des désaccords. Et donc, c'est un long travail. Hein. Raymond Aron a fait un petit livre en 69 où il parlait de la dialectique de la démocratie. Et dedans, il y avait justement la dialectique entre la réalité sociale, qui est souvent confuse, conflictuelle, compliquée, et les valeurs de la démocratie qui essayent de réguler, mais qui effectivement ne sont pas exactement la même chose. Alors, si on prend plus particulièrement pour l'histoire, ça peut être intéressant de montrer qu'effectivement, c'est pas parce qu'on proclame des valeurs qu'on les respecte. Par contre, une fois que ces valeurs sont proclamées, elles deviennent quelque chose qui joue un rôle dans l'évolution des sociétés. Un exemple? L'exemple, c'est la Révolution américaine. Les valeurs qui y sont proclamées n'aboutissent pas tout de suite à l'abolition de l'esclavage. Même chose pour la Révolution française, malgré une abolition un peu plus tardive et pas très durable. Par contre, une fois qu'on a proclamé ces valeurs-là, l'esclavage devient un problème. Et ça met du temps. Et ça se passe pas tout seul, ça se passe pas magiquement par l'effet des valeurs. Il y a des combats, des luttes politiques, des conflits. Et au bout d'un certain temps, eh bien, ça s'incarne. Quand on fait l'histoire des rapports entre hommes et femmes dans la démocratie, quand on fait la démocratie depuis 1945, on voit bien que il suffit pas de proclamer des choses dans la Constitution de 1946 pour que, instantanément, tous les problèmes soient réglés. On en est loin. Par contre, une fois qu'on les a proclamés, et une fois qu'on a officialisé ça, décidé que ça faisait partie des valeurs de notre régime politique, eh bien, ça oblige à terme. Et voilà. Et donc, toute cette vision compliquée des choses, je pense qu'elle est importante. Parce que si on oppose au complotisme un enseignement très naïf des valeurs,
en disant voilà, vous êtes en démocratie, alors tout est merveilleux, tout le monde est content, les gens sont tous égaux, tous les problèmes sont réglés. De même que je crois énormément à une vision, alors pas seulement en histoire-géographie, mais à une vision de l'humanité, du social, du politique en termes de défis et de réponses. C'est-à-dire? Et ben, comme le dit un de mes collègues sur l'histoire, c'est important en histoire de montrer que les sociétés sont résilientes. C'est-à-dire qu'il y a des catastrophes, il y a des drames, il y a des choses terribles, mais les sociétés se relèvent. Voilà, je pense que c'est important de tenir la barre entre une vision qui soit lucide de la société sans être une vision cynique. Et d'avoir un enseignement sur les valeurs de la République qui soit, comment dirais-je, lucide, sans être, et qui soit pas cynique, sans être naïf. Quand on avait fait il y a longtemps le portail des valeurs de la République avec Canopé, c'est par exemple autour de la valeur de fraternité. Si on l'applique immédiatement, bah nos élèves ils regardent autour d'eux. Et ce qu'ils voient, c'est pas forcément une société super fraternelle. Et ils ont raison. Si on leur explique que, au nom de cette fraternité, on a, par exemple, mis au point l'État-providence, mis au point des systèmes de solidarité sociale, qu'on a essayé donc de donner un contenu, mais pas seulement, que c'est aussi au nom des idéaux de fraternité qu'à un moment donné, on s'élève contre le vécu colonial. C'est important de montrer justement que les valeurs n'existent pas, je dirais, dans un ciel éthéré, mais elles n'existent pas indépendamment des gens qui les portent, des débats qu'elles suscitent. Voilà, je pense que il n'y a pas de, comment dirais-je, c'est pas parce qu'on combat contre le complotisme que instantanément les valeurs de la République vont rayonner. Mais par contre, d'avoir face à nous des argumentaires de type complotiste, du genre tout ça n'est qu'un voile pour masquer d'horribles choses, ça nous invite à mieux enseigner ce que peuvent être les valeurs de la République. Abdenour, est-ce que cette proclamation des valeurs suffit à réparer ce que vous appelez la déchirure du monde? Ben, si c'est juste une proclamation, ça suffira pas. Hein, et l'incarnation. Parce que ce dont parle Jérôme très bien et auquel je souscris complètement, c'est d'un travail historique pour faire passer autant que faire se peut avec humilité et avec persévérance pour faire passer l'idéal dans la réalité au moins un peu. Hein. Et je dirais que c'est justement cette humilité dans l'affirmation des valeurs qui manque pas seulement au complotisme, mais qui manque à toute idéologie aujourd'hui, et je crois qu'elles sont nombreuses, hélas, qui brandissent des valeurs ou qui proclament des valeurs comme des vérités toutes faites et déjà tout entières données. Et là, à mon avis, est le danger. Je pense, et je crois que vous vouliez nous diriger également dans cette direction, je pense, alors non pas au complotisme, puisque pour ma part je n'ai pas travaillé sur le complotisme, mais je pense au fanatisme religieux. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Le fanatisme religieux, alors il peut se présenter, et là je crois qu'il y a une analogie avec le complotisme, peut se présenter comme un exercice d'esprit critique. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors moi je l'ai plus étudié du côté de l'islam, ou plus précisément du côté de l'islamisme. Hein. L'islamisme aujourd'hui prétend être un exercice d'esprit critique. C'est-à-dire que, ou pour revenir à l'expression d'Alain, prétend être une pensée qui dit non. Mais il y a pensée qui dit non et pensée qui dit non. C'est-à-dire il y a une caricature aussi de la pensée qui dit non. En l'occurrence, je crois qu'on a affaire à une caricature de la pensée qui dit non. Parce que cet islamisme va dire, par exemple, qu'il est un nom, en France, il va dire ça, il va dire qu'il est un nom de résistance d'une minorité religieuse opprimée à l'impérialisme de l'intérieur de valeurs républicaines qui sont des valeurs anti-religieuses
et qui sont en réalité une nouvelle religion qui veut éradiquer les religions anciennes. Moi, je l'ai entendu très très souvent. Je l'ai entendu, y compris dans des contextes difficiles. Je pense à la prison, où j'ai pu avoir l'occasion d'aller discuter avec de jeunes esprits, d'ailleurs très alertes, qui étaient en voie de radicalisation ou en processus de déradicalisation, hein, à la suite de la période des attentats. Et je voyais à quel point il s'installait justement dans cette posture de celui qui dit non et de la résistance intellectuelle et de la résistance à un discours qui était jugé un discours toujours aussi colonial, toujours aussi européano-centré, etc., etc. Bon. Là où il y a parodie, lorsque ces systèmes de pensée prétendent être un exercice d'esprit critique. Là où il y a parodie, c'est que derrière ce nom, il y a le fanatisme, justement. C'est-à-dire qu'il y a le dogme. C'est-à-dire qu'il y a la prétention à détenir une vérité à la fois supérieure et absolue. Alors ça va être pour les uns la vérité de telle théorie complotiste qui explique tout. Ça va être pour le fanatisme religieux, qu'il soit d'ailleurs islamiste ou autre, ça va être la prétention à parler au nom d'un Dieu qui a dit une vérité absolue et indépassable et qui a délivré une vision du monde face à laquelle toutes les autres visions du monde sont en réalité dans une relation qui est une relation d'infériorité. Donc en fait, aujourd'hui, nous avons affaire d'un certain nombre de côtés à des systèmes de pensée, et j'insiste sur cette notion de système, c'est-à-dire sur des visions du monde à l'intérieur desquelles il y a des valeurs, mais dont le vice est de ne pas accepter l'altérité et de ne pas pouvoir entrer dans le jeu démocratique de la discussion entre visions du monde, de la discussion libre et ouverte entre visions du monde, parce que ces visions du monde, eh bien, sont absolument convaincues qu'elles détiennent la vérité et que rien ne peut être ajouté ou retranché à leur discours. Et à l'inverse, donc, je crois que si nous voulons affirmer démocratiquement des valeurs démocratiques, nous ne devons justement pas les proclamer, c'est-à-dire les affirmer comme des valeurs urbi et orbi, pardon, mais des valeurs qui sont des valeurs absolues, mais comme, je me souviens de cette expression extraordinaire de Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre, c'était à la fin de Soi-même comme un autre, il a publié en 1990, Paul Ricoeur disait « Nous sommes autant », je résume, je fais sur le mode il était une fois, in illo tempore, enfin là c'est maintenant, mais Ricoeur dit nous sommes au temps où doit s'instaurer entre les représentants qualifiés des différentes civilisations du monde une grande discussion sur les valeurs, et chacun doit arriver avec les valeurs ancestrales de sa civilisation, comme on arrive avec ce qu'il a appelé des universels incoatifs. C'était l'expression de Paul Ricoeur. C'est-à-dire, non pas des universels déjà formés, mais comme des universels en voie de constitution, et qui ne pourront être constitués qu'à l'issue de cette discussion universelle. Et donc il dit, nos valeurs ne sont pas universelles. Au seuil de la grande discussion mondiale qui doit s'instaurer entre les valeurs des différentes civilisations du monde, elles sont candidates à l'universalité. C'est l'expression même de Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre. Elles sont candidates à l'universalité. Et donc, moi, c'est pour ça, si vous voulez, que ça m'intéresse de présenter ces valeurs en tant que philosophe. Parce que le philosophe, c'est celui qui, en tout cas, c'est ce qu'il est censé faire, il n'y arrive pas toujours. Je commence par m'adresser cette vigilance à moi-même, mais c'est celui qui doit entrer sur la question des valeurs avec cette humilité du questionnement critique, de l'acceptation que nous n'ayons pas tous les mêmes valeurs, que nous n'ayons pas tous la même compréhension de nos valeurs. Regardez par exemple, historiquement en France, vous êtes de gauche, vous êtes de droite. Est-ce que vous êtes plus démocrate ou est-ce que vous êtes plus républicain l'un que l'autre? Est-ce que vous êtes plus attaché aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, selon que vous êtes de tel ou tel côté de nos deux grandes cultures politiques? Eh bien,
si quelqu'un est de gauche, il va dire, mais bien entendu que nous avons une forte tradition de ces valeurs. Et quelqu'un qui est de droite va dire, bien entendu, nous avons une forte tradition de ces valeurs. Et à partir de là, la discussion démocratique va pouvoir s'engager, mais elle ne pourra s'engager qu'à partir de la reconnaissance légitime du fait que l'autre a une autre perception des valeurs. Et quand nous voulons discuter des valeurs, une autre façon, je dirais, d'ouvrir cette question et de questionner nos valeurs, c'est également de ne pas les réduire toujours, mais au triptyque des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. En existe-t-il d'autres? Oui. Non. Mais j'ai failli bondir de ma chaise quand vous m'avez posé cette question. J'ai écrit il y a quelques années un petit livre qui vient d'être réédité d'ailleurs en livre de poche, que j'avais intitulé Histoire de l'humanisme en Occident. J'ai fait la généalogie de la grande histoire de notre humanisme occidental. Mon but n'était pas de dire que nous, les Occidentaux, nous sommes les seuls humanistes, c'est pas du tout ça. Mais on a une grande tradition humaniste. Cette tradition humaniste est fondée sur une valeur fondamentale qui n'est pas dans le triptyque républicain, qui est la dignité de la personne humaine. Et historiquement, que ce soit dans le berceau judéo-chrétien ou dans le berceau grec, c'est-à-dire que ce soit du côté de Jérusalem ou du côté d'Athènes, la dignité de l'homme est liée à la notion de grandeur. Relisez par exemple à la Renaissance l'humanisme de Pic de la Mirandole, dans son traité justement de la dignité de l'homme. Il dit l'homme, c'est celui qui a à s'instituer lui-même au niveau de grandeur qui est attendu, pas dans le sens d'un narcissisme ou d'un orgueil démesuré, mais l'homme, c'est celui qui a la responsabilité de devenir lui-même, qui a la responsabilité de s'humaniser tout au long de sa vie, mais alors même qu'il est déjà humain. Il est déjà humain et en même temps, il a à cultiver sans arrêt ses qualités d'humanité. Et c'est ça qui va accoucher ensuite pour nous Français, pour nos républicains, de liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire que ce projet politique est en même temps un projet éthique qui est le grand projet humaniste d'offrir à l'homme l'écosystème politique favorable ou propice comme terreau, comme creuset, comme matrice pour qu'il puisse grandir en humanité. Le titre de notre livre avec Philippe Mérieux. Et puis, il y a quelques années après, j'en avais rajouté une couche, j'ai écrit un livre que j'ai appelé « Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui ?» où je montre que dans cet humanisme occidental, il y a en réalité un nombre de valeurs considérables qui sont à chercher du côté des vertus. Nous donnons de la valeur à des vertus, et je dis que la valeur, elle est intéressante quand elle devient vertu, au bout de l'exercice, c'est-à-dire quand véritablement elle est intériorisée pour finalement être incarnée. Est-ce que je suis un homme libre? Est-ce que je suis un homme équitable? Est-ce que je suis un homme ou une femme fraternelle? Est-ce que je sais me conduire à la hauteur qu'exige de moi la reconnaissance de ces valeurs ou le consentement à ces valeurs? Et de la même manière, je parle de l'humilité, je parle de la compassion, je parle du courage, je parle de la sincérité, je parle de la persévérance. Je reprends les 4 axes du programme de MC, la culture de la sensibilité, la culture du jugement, la culture de la règle du droit et la culture de l'engagement, pour dire aux professeurs justement, vous avez la responsabilité dans le MC, l'enseignement moral et civique, de transmettre les valeurs. Vous pouvez le faire sur un mode philosophique, c'est-à-dire sur le mode du questionnement qui va renvoyer chacun à lui-même, inviter chacun à se positionner sur le mode du « et moi au fait, où j'en suis par rapport à ces grandes valeurs ?» Comment est-ce qu'elle existe, la liberté dans ma vie? Comment est-ce qu'elle existe, la fraternité dans ma vie? Parmi ces valeurs, il y en a une que j'aime citer, c'est la valeur du pardon, qui est en même temps une vertu. On a tous, en tant qu'être humain, un rendez-vous avec le pardon. On a tous des choses à pardonner ou on a tous des choses à se faire pardonner. Donc en réalité, mais là, on est sollicité vraiment par l'humilité en face de la valeur. Je ne vais pas proclamer le pardon. Parce que je sais à quel point, parce que je l'ai éprouvé dans ma vie, je sais à quel point le pardon est difficile. Et je sais en même temps à quel point il est nécessaire dans la relation humaine. Il faut qu'on apprenne à se pardonner, qu'on aille le plus loin possible dans le pardon. Il faut qu'on surmonte ensemble des périodes historiques qui semblent tuer le pardon, au sens où Yankelevitch disait, par exemple, que le pardon est mort dans les camps de la mort. Vous vous souvenez de cette phrase terrible de Vladimir Yankelevitch. Mais tout ça, en réalité, nous montre la valeur comme quelque chose qu'on ne peut pas posséder. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui nous différencie de celles et ceux qui pensent détenir une vérité. Une valeur, quand véritablement on a conscience de sa profondeur, de ce à quoi elle nous convoque en termes d'altitude humaine et de processus d'individuation et d'humanisation, eh ben, ça rend modeste. Alors, j'aurais une question pour Jérôme par rapport à ce que vient de dire Abdenour. D'accord, les valeurs,
l'incarnation, l'application, mais on a l'impression que tout ça est loin du pouvoir et de l'histoire du pouvoir, qui a toujours cherché à s'accaparer et à utiliser finalement ces valeurs à d'autres fins que celles qui étaient proclamées. Est-ce que depuis la proclamation, par exemple, du triptyque liberté, égalité, fraternité, on a pu constater des détournements complets à d'autres fins de ces valeurs? Est-ce que c'est possible de résister à ça? On peut toujours être hypocrite. Et je pense pas qu'on ait comme mission de mettre en procès les gens du passé. C'est déjà compliqué pour chaque être humain d'être cohérent avec ses propres valeurs dans sa vie personnelle. Et je pense que ce que tu dis des valeurs, qu'elles le souscrivent, c'est la même chose pour l'esprit critique. L'esprit critique, on essaye d'en avoir, mais personne peut dire « moi, je suis quelqu'un qui a de l'esprit critique ». Vous devez me croire, parce que l'esprit critique, c'est moi. Et de même, vous devez me suivre parce que les valeurs, c'est moi. Donc, je pense que il y a quelque chose qui, quand même, peut donner aussi un contenu aux valeurs. On parlait du monde et on parlait de désenclaver en quelque sorte, d'aller vers l'altérité. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est très bien qu'on parle des Lumières. C'est plus important, c'est aussi important que les Lumières qu'on parle de l'humanisme. Et cette notion de dignité de l'être humain dont tu parlais, elle est à la racine de tous les grands textes internationaux sur la démocratie, en Europe, comme au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, c'est important aussi, quand on parle des valeurs de la République, de pas donner l'impression que finalement, il y a qu'en France qu'on a des valeurs et que tous les gens qui sont pas en République, les pauvres Anglais, les pauvres Canadiens, ils ont pas de valeurs. C'est pas possible. Et donc, c'est important de situer toujours ça dans un cadre plus large. Parce qu'effectivement, on est face à des idéologies qui étroitissent. Et donc, à mon avis, on doit être large et on doit être en concurrence très claire de ces idéologies pour présenter une vision du monde. Je pense que on doit donner de la profondeur aux valeurs dans le temps et dans l'espace. C'est intéressant de montrer, par exemple, quand on parle justement, on parle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, puis d'un principe qui prend presque figure de valeur, qui est la laïcité. C'est intéressant de montrer que de tout ça, on n'a pas déduit tout de suite l'égalité homme-femme. On n'a pas déduit tout de suite le refus des discriminations. Il y a eu un travail, pour reprendre la formule de Michelet, un travail de soi sur soi de la société, pour revenir sur ses valeurs et pour en tirer des choses. Pour en tirer, donc, montrer que c'est une histoire qui se continue, ces valeurs. C'est pas un temple qu'on visite, c'est des choses qui, une fois qu'elles ont été proclamées, on ne peut pas faire comme si elles ne l'avaient pas été. C'est le sens profond de la Révolution française. La Révolution française, à court terme, c'est pas un succès. Elle promet la paix à l'Europe, on se retrouve en guerre. Elle promet la liberté, on se retrouve avec un régime plutôt autoritaire. Bon, mais à long terme, c'est un succès formidable. Parce qu'il y a des choses qui sont proclamées et on ne peut plus faire comme si ces choses n'avaient pas été proclamées. On ne peut pas les nier. C'est ça le travail des valeurs. Donc, faut être plus large dans le temps, faut être plus large dans l'espace. Je pense que là aussi, tout dépend d'à quelle échelle on observe les phénomènes. Si on regarde une démocratie de près, personne n'est content. Parce que justement, c'est le régime où précisément les mécontentements peuvent s'exprimer. Si on regarde une démocratie de près, on trouve que c'est jamais clair. C'est vraiment très compliqué d'y gouverner. Oui, c'est même fait exprès. C'est le régime où les citoyens ont tellement de garanties individuelles et collectives que c'est très très compliqué de les gouverner. Et puis si on fait un peu de géopolitique et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, on se rend compte que peut-être nos valeurs, elles sont effectivement incomplètement réalisées et peut-être qu'il y a toujours à les approfondir et peut-être que c'est un sens, peut-être même qu'on peut en faire une idée du progrès si l'on veut, d'approfondir cette mise en application, mais que si on se compare avec d'autres régions du monde, c'est pas mal. Et qu'il y a des gens qui détestent ces valeurs et qui, si elles n'avaient aucune signification et qu'elles n'étaient qu'un voile, n'en feraient pas grand cas. Mais qui pourtant se semblent, c'est pas voulu, mais se sentent profondément dérangés par ces valeurs. Donc moi je pense que plus on élargit les choses, il ne s'agit pas de
de la République française une identité de plus en lutte avec toutes les autres identités. Si on fait ça, on a perdu. Il y a un mot que Abdenour a dit, c'est effectivement toute cette idée de tension vers l'universel. L'humanisme essaye d'être quelque chose d'universel. Et s'il y a un projet derrière, même s'il n'y a personne qui dirige ce projet, c'est de faire de la dignité de l'être humain une valeur universelle. Et c'est pas évident. Donc, il faut nous-mêmes qu'on pratique. Ce qu'on pratique en histoire-géographie, c'est le jeu des échelles. On situe nos élèves dans la nation, dans l'Europe, dans le monde. Et à chaque fois, il faut montrer ce jeu des échelles. Et donc, la République française, c'est une des formes de la démocratie. Et elle-même, elle peut se rattacher à des valeurs. Abdenour, oui, bien sûr. Alors, deux choses pour rebondir sur ce que dit Jérôme, qui m'inspire particulièrement, sur la question des échelles et la question de l'altérité. Quand j'ai écrit mon livre « Quelles valeurs partager et transmettre », donc j'ai pris ces 30 valeurs dont je vous parlais, et à chaque fois, je me suis posé la question à moi-même, mais au fait, que dit Confucius? Alors c'était évidemment une boutade, mais en réalité, par cette question, je me suis obligé, sur chacune des valeurs que je mobilisais, et dont il y a une racine très puissante dans notre humanisme occidental, je me suis obligé à aller chercher une référence extra-occidentale qui entre en résonance avec la valeur en question telle qu'on l'a formulée dans notre histoire. Alors le livre, je l'ai publié chez Albin Michel, et on a chez Albin Michel des gens qui sont très costauds intellectuellement et qui ont une très grande culture, et donc j'ai eu besoin d'aide. C'est-à-dire que il ne s'agit pas seulement d'aller chercher chez Confucius, c'est-à-dire dans la tradition chinoise. Il s'agit d'aller chercher sur tous les continents, hein, dans les cultures africaines, dans les cultures amérindiennes, dans les cultures asiatiques, hein, dans leur diversité, pas seulement confucéenne, mais taoïste, shintoïste, le zen, le chan, etc., etc. Bon, et ça me paraissait être un travail vraiment très important, c'est-à-dire pour être justement entré dans ce dialogue universel que proposait, auquel nous invitait Paul Ricoeur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as dit quelque chose qui me paraît, mais alors absolument décisif, sur lequel je voudrais vraiment insister. Tu as dit à nous de ne pas faire de la laïcité, hein, eh ben, si je reprends mon thème du début de ce que je disais Merleau-Ponty de Socrate, un absolu figé. Et tu disais ne pas faire de la laïcité un temple qui se visite. Bon. Eh bien, dans mon livre Génie de la France, j'ai dit la laïcité. Je dis, c'est symbolique, hein, ce que je vais dire là, et c'est métaphorique, tout au moins. Je dis, la laïcité, c'est un temple vide. La laïcité, c'est un temple vide, c'est-à-dire que on va, avec l'institution de la laïcité en 1905, évacuer du lieu du pouvoir tout pouvoir idéologique, religieux ou politique qui sacraliserait une vérité. Et ça, c'est la transcendance de la démocratie. De laisser toujours le lieu de la discussion ouvert. C'est ça, vide, ça veut dire ouvert. Vous voyez? Bon. Et donc, aujourd'hui, en réalité, où la question de la laïcité revient dans notre débat public. Et pourquoi est-ce qu'elle revient dans le débat public? Elle revient dans le débat public pour tout un ensemble de raisons qui sont dues à, je dirais, à notre avenir incertain dans la sécularisation et la post-sécularisation, ce désenchantement du monde dont parlait Marcel Gauchet. Bon, ok. Mais nous le savons aussi très bien. La question de la laïcité se pose aujourd'hui à nouveau en France parce qu'il y a l'islam. Parce qu'il y a aujourd'hui des millions et des millions de musulmans qui entretiennent dans notre monde sécularisé où la foi religieuse a perdu énormément de terrain, qui entretiennent avec la religion une relation vivante. Et une relation vivante avec tout ce que le vivant implique, c'est-à-dire une affirmation religieuse du côté de l'islam qui est souvent éruptive, désordonnée, voire agressive, très revendicatrice, etc., etc. Eh bien, les musulmans sur notre territoire, qui sont nos concitoyens français, on ne va pas les mettre dans un bateau et leur dire, écoutez, notre vision de la laïcité, elle est déjà historiquement faite. Soit vous la prenez telle qu'elle, soit vous quittez le navire, soit vous partez. Il va falloir discuter
entre nous tous aujourd'hui dans la société multiculturelle que nous sommes devenus, avec cette composante musulmane, avec d'autres composantes, pour avoir cette intelligence collective de former une nouvelle conscience de soi de la laïcité française. Et je crois que c'est à cette condition que nous pourrons dire à nos compatriotes musulmans, à nos concitoyens musulmans, que eux aussi, ils ont intérêt à la laïcité. Que la laïcité n'est pas du tout l'anti-religion, que la laïcité n'est pas du tout anti-musulmane, que la France n'a pas ressorti la laïcité du placard pour combattre l'islam. Bien sûr, il y a une dimension de la laïcité, de notre laïcité, qui nous permet de mettre des limites, comme a fixé par exemple la limite la loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires. Bon, il y a des limites qui sont des limites posées vis-à-vis du prosélytisme religieux. Il y a des limites qui sont posées vis-à-vis du dogmatisme religieux, quand ce dogmatisme religieux voudrait prétendre ici, dans une société démocratique, que la loi de Dieu serait supérieure à la loi des hommes. Non, comme l'avait rappelé Jaurès, la démocratie, c'est le gouvernement des hommes par les hommes, c'est-à-dire des hommes par les hommes et non pas par les dieux, et la démocratie ne peut pas recevoir de fondement surnaturel, elle a le fondement naturel de la discussion de nos raisons et de nos consciences. Bon, donc la laïcité fixe des limites. Mais la laïcité a aujourd'hui la nécessité de réfléchir à nouveaux frais sur elle-même, de la même manière que tout est à recommencer toujours du côté de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, parce que notre société a profondément changé. Notre France, notre société française a profondément changé. Elle est devenue multiculturelle. Elle est aujourd'hui dans la mondialisation. Et donc, si nous ne voulons pas nous perdre nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous contenter de répéter le passé comme s'il était notre origine. Notre origine, nous devons la trouver au présent, dans ce que nous allons avoir l'intelligence collective de refaire ensemble. Voilà. Et il me semble que il y a là une façon de présenter la laïcité, c'est-à-dire que notre société se dise à elle-même, on va tous s'y mettre. C'est-à-dire, on va tous réfléchir ensemble, démocratiquement, à un sens de la laïcité qui nous permet de tomber d'accord. Qui nous permet de tomber d'accord, c'est-à-dire de considérer que, eh bien, de cette laïcité, nous recevons les mêmes droits et les mêmes devoirs, qu'il n'y a ni discrimination ni privilège dans cette laïcité, c'est-à-dire que cette laïcité est un principe qui est véritablement au service d'une plus grande liberté, d'une plus grande égalité et d'une plus grande fraternité. Mais alors là, tout reste à faire. Une réaction, Jérôme Plus une poursuite de cette réflexion qu'une... Moi, je pense que on a convoqué la philosophie, on a convoqué l'histoire, la géo. Il y a aussi quelque chose que l'on doit convoquer qui est le droit. Je pense qu'il y a aussi derrière, et ça c'est remis en question aussi bien par le complotisme que par les doctrines religieuses très radicales, par les idéologies politiques très radicales, c'est l'état de droit. On a vraiment quelque chose d'extrêmement important et je pense qu'on gagne aussi très souvent à aborder la laïcité par le biais juridique. Pourquoi ? Parce que quand on l'aborde par le biais juridique, on se rend compte que c'est à la fois l'affirmation d'un principe et la source de compromis. Et que c'est aussi quelque chose qui est une construction qui a été historiquement une construction intégratrice. Ce qui est important. Ce qui est très important par rapport à ce qu'Abdenour vient de dire. Et donc là actuellement se prépare une formation au niveau national sur justement la culture juridique chez les enseignants, et auquel participent d'ailleurs aussi les philosophes, et sur cette notion d'état de droit. Parce que c'est vraiment un enjeu central actuellement. Et c'est là aussi encore un enjeu politique, mais aussi un enjeu géopolitique international. Et donc, je pense qu'il faut présenter aussi aux élèves, autant qu'on le peut, les valeurs comme jetées dans le grand jeu du monde. Il faut aussi leur donner cette vision des conflits qui déchirent le monde, des succès, des menaces que peuvent avoir toutes ces constructions-là. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Très souvent, les complotistes, et là je ne les assimile pas, mais les complotistes comme les djihadistes ont un point commun,
c'est qu'il parle du monde aux jeunes. Et il parle du monde dans sa globalité. Il n'en parle pas que d'eux. Et donc je pense que nous aussi, quand on parle des valeurs de la République, on doit en parler concrètement et on doit en parler à échelle du monde, de l'universel et de l'histoire. Ce qui suppose à la fois une fermeté, un mélange de fermeté sur certains principes et de désenclavement. Oui, alors avant de passer aux questions du public, j'avais une interrogation par rapport à ce qu'on peut observer depuis un an à peu près avec ce qui s'est passé en Afghanistan, où justement on a l'impression que qu'en voulant plaquer ces valeurs, en changeant le système, ça a été l'échec absolument total. Et la lutte en Iran aujourd'hui, où là on retrouve des triptyques vie, femme, vie, liberté. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une profonde universalité, mais qu'elle est toujours combattue, ou bien est-ce que on peut toujours se dire que de toute façon, la logique historique, je m'adresse à vous deux, la logique historique va l'emporter, que il faut garder espoir. Alors, si on regarde ça en termes de doctrine et d'idéologie, on peut dire que on a eu deux approches qui ont dominé la politique étrangère. On a l'approche dite réaliste, c'est-à-dire celle qui considère que ce sont les intérêts des États qui dirigent les choses. Et puis on a eu, il y a une vingtaine d'années, l'approche des néoconservateurs américains qui pensaient que, bon, comme les valeurs de la démocratie étaient universelles, en gros, je simplifie beaucoup, il suffisait de mettre à bas des tyrans pour que la démocratie s'installe. Bon. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est quelque part entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on sait que la démocratie a aussi, pour fonctionner, des conditions sociales, économiques, historiques. On sait qu'une démocratie a besoin d'un État construit, et qui souvent d'ailleurs ne s'est pas construit de manière démocratique. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et en même temps, si j'ose, en même temps, on voit bien que chaque fois qu'on commence à se dire que finalement les aspirations démocratiques, c'est rien qu'une projection occidentale, on voit ce balancement depuis 20 ans, on voit arriver des revendications démocratiques qu'on peut autour justement de la dignité des êtres humains, de la liberté, l'égalité entre les hommes et les femmes, là où on les attend pas. Donc on est toujours dans ce balancement entre les deux choses. Donc je le trancherai pas. C'est peut-être un balancement entre l'idéal et le réel, comme on veut, mais en tout cas, ça veut dire justement que on peut pas négliger cette dimension des valeurs, des aspirations. On peut pas négliger ces aspirations à la liberté qu'on voit régulièrement. Alors après, c'est pas parce que les gens aspirent à la liberté qu'ils sont heureux quand ils l'ont. Mais on voit qu'il y a... Abdenour, une remarque en fait, une remarque qui est relative à ce qui se passe depuis au moins les printemps arabes de 2011, c'était 2011, 2010, 2011, dans le monde musulman, dont l'Iran fait partie. Après, c'est la partie chiite, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait singulier, avec également au niveau géopolitique des luttes de pouvoir dans la région entre le géant sunnite saoudien et le géant chiite et chiite iranien, parce qu'il y a une dimension géopolitique aussi dans ce qui se passe à l'intérieur de la société iranienne. Mais on observe quand même depuis 2011 un certain nombre de sociétés du monde arabo-musulman, que ce soit du côté sunnite ou du côté chiite, dans un grand moment, je dirais, de convulsion, sans que nous puissions prédire encore ce qui va l'emporter. C'est ça surtout, hein. Il n'y a pas de fatalité, ni du mal, ni du bien, hein. C'est-à-dire qu'on observe en effet la montée dans un certain nombre de jeunesse, ou d'une partie en tout cas de la jeunesse de l'Iran, du côté des femmes en particulier, qui sont en Iran beaucoup plus diplômées que les hommes, beaucoup plus nombreuses dans les universités. On observe des aspirations qui sont des aspirations qu'on peut qualifier de manière globale de progressistes, mais on observe aussi dans ce même monde musulman, à différentes échelles, une vague néoconservatrice extrêmement puissante, hein,
qui tire son origine de plusieurs, je dirais, inspirations maudites. Je pense au salafisme, je pense aux frères musulmans, je pense même avant au wahhabisme, etc. Et puis en Iran, il ne faut pas croire que la révolution iranienne qui a été donc qui a institué la République islamique à partir de Khomeini en 1979, il ne faut pas croire que tout ça c'est terminé. C'est-à-dire que cette aspiration à un retour d'un islam hiérarchique, d'un islam conservateur, d'un islam traditionnel, d'un islam théologico-politique, c'est-à-dire qui assure l'emprise du religieux sur le politique. Il ne faut pas croire que tout ça est terminé. Donc je crois qu'on peut observer tout cela. On ne sait pas à quoi s'attendre, et je dirais qu'on sait d'autant moins à quoi s'attendre que facteur supplémentaire d'incertitude. Quand bien même les aspirations progressistes l'emporteraient, quand bien même ce serait elles qui l'emporteraient, elles ne donneront pas la même chose forcément que ce qu'elles ont donné chez nous. C'est-à-dire que il ne faut pas simplement attendre, je dirais un peu naïvement, que les autres continents de civilisation rejoignent l'Occident. Il n'y a pas quelque chose qui va être rejoint dans une unité qui serait une unité de valeurs identiques. Le monde dans lequel on est s'est engagé probablement de manière durable dans un fonctionnement qui est un fonctionnement multipolaire. Et ce qu'on peut espérer, Kant disait toujours que nous est-il permis d'espérer, une des 4 grandes questions de la philosophie, c'est qu'il y ait suffisamment de résonance, de convergence, d'affinité, de synergie possible entre les systèmes de valeurs qui vont devenir dominants dans chaque société, culture et civilisation, pour que nous puissions vivre les uns et les autres en bonne intelligence et en paix. Merci. Oui, avant de passer aux questions. Un petit mot. Je converge avec ce que tu dis. C'est ce que nous, on appelle en histoire et en géographie la dialectique de la mondialisation. Et qu'on a à la fois une interconnexion de plus en plus grande, donc des gens qui se rapprochent, qui communiquent, et parallèlement à ça, et créé par ça, une réaffirmation des identités à tous les niveaux. Et donc, c'est ce qui rend, effectivement, comme le dit Abdenour, le dénouement parfaitement indécis. Mais c'est intéressant de le dire aux jeunes, parce que ça leur montre que l'histoire est ouverte, et qu'elle n'est pas écrite d'avance. Et ça, je pense que on a toujours intérêt à ne pas montrer aux jeunes un truc déterminé. Ils ne sont pas les passagers d'un train, simplement. C'est très belle formule. Très très belle formule. Alors, des questions, il nous reste 15 minutes, oui, si vous avez des questions dans la salle. Alors, la question, donc je la répète, est-ce que en associant, enfin en reliant l'extrémisme et le manichéisme, c'est pas une bonne formule pour trouver un bouc émissaire et finalement arriver à ses fins, quoi. Je pense que dans le processus d'auto-persuasion qu'on est le bien, ou qu'on détient la vérité, il est tout à fait nécessaire d'identifier simultanément l'autre comme le méchant, ou comme le mal, qu'on l'appelle le grand Satan, ou qu'on l'appelle l'axe du mal. Bon, je crois qu'il y a là quelque chose qui est caractéristique de ce que vous appelez le dualisme ou le manichéisme. Par rapport à cela, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, y compris dans nos débats, c'est justement la diabolisation du discours de l'autre. C'est-à-dire que j'entends de plus en plus de discours radicalisés. Je ne parle pas seulement de la radicalisation islamiste, bien entendu. J'entends des discours radicalisés et pour moi, le critère de leur radicalisation ou du fait qu'ils deviennent extrémistes, c'est que ils deviennent de plus en plus intolérants à toute autre position que la leur. Je parle de ces idéologies et l'attitude de ces idéologies radicalisées est une attitude de diabolisation, c'est-à-dire de disqualification, et je le dis sur un mode religieux, d'excommunication du discours de celui qui n'est plus considéré que comme un adversaire. Bon. Et ça, je trouve que c'est inquiétant pour, sans même parler de la vitalité, mais la possibilité même du débat démocratique. C'est-à-dire que le présupposé du débat démocratique, c'est l'acceptation que l'altérité de l'autre, que la différence de l'autre soit légitime et qu'elle est droit de cité au sens politique du terme.
Et j'ai l'impression aujourd'hui que nous avons affaire à des idéologies qui acceptent de moins en moins, qui supportent de moins en moins de discuter avec l'autre, et qui, au contraire, ont une tendance de plus en plus compulsive à considérer l'autre comme un ennemi. Et à cet égard, je vous recommande une petite lecture. Je parlais tout à l'heure de l'esprit critique qui est inactuel. Relisez le petit livre de Stefan Zweig. Vous connaissez Stefan Zweig. C'était un portraitiste extraordinaire et il a consacré un petit livre à la figure de Erasme, le prince des humanistes, Erasme de Rotterdam. Hein, on est au début du XVIe siècle. Et Erasme est, je trouve, dans une époque un peu comme la nôtre. C'est-à-dire que Erasme assiste à l'émergence du protestantisme et il voit comment, du côté protestant comme du côté catholique, l'idéologie religieuse se radicalise. Et il refuse de prendre parti. C'est-à-dire qu'il refuse d'entrer dans ce jeu où chaque idéologie considère l'autre idéologie comme une ennemie et considère celui qui ne prend pas position comme un traître et comme un ennemi lui-même. C'est-à-dire le fait de rester mesuré dans des périodes où tout le monde se radicalise est considéré par les camps antagonistes comme une trahison. Voilà. Ouais, à part la deuxième question. Un petit mot aussi, parce que ça renvoie, c'est une excellente question qui renvoie justement à la question, est-ce que c'est si nouveau que ça historiquement? Et moi, à mon avis, non. C'est pour ça que la référence, moi, à l'humanisme m'intéresse, parce qu'effectivement, des doctrines qui aboutissent au manichéisme, on en a eu pléthore, et on en aura pléthore. Donc, essayer d'être des hommes et des femmes de paix, ça a toujours été quelque chose de compliqué, et donc ça le restera encore. Voilà. Pour moi, je pense aussi que comme on a une angoisse de l'avenir, nous avons tendance à enchanter le passé. Et moi, comme historien, j'enchante pas le passé, parce qu'effectivement, on voit précisément qu'il y a toujours eu cette question-là. C'est naturel. Écoutez, regardez dans la vie de famille, quand il y a un problème, vous avez toujours une personne qui cherche une solution et une personne qui cherche un responsable. Il suffit de regarder Diane de Poitiers sur France Télévisions en ce moment. Merci Didier. Mais je n'avais pas cette référence au départ. La deuxième question. Il y a encore des gens qui ont la télévision. Oui. Très bonne chose. Enfin bon, pour faire simple, hein, donc c'est comment éduquer la société pour éviter les événements qui se passent, par exemple, comme en ce moment en Iran. Enfin, pas éviter, mais essayer de dépasser ces événements. Et est-ce qu'elles peuvent générer leur propre système de valeurs? Pour résumer, hein. Enfin, voilà. Alors, monsieur, vous nous interrogez sur l'Iran. Alors, ça va être l'opportunité pour moi de dire des choses qu'il me plaît de dire et de faire savoir. Vous savez, on peut avoir de très bonnes surprises avec l'Iran, même s'il nous inquiète et qui peut nous inquiéter à juste titre à différents égards, parce que la société iranienne et la culture iranienne est établie sur une très ancienne civilisation. Et cette ancienne civilisation a de tels trésors que, à tout moment, je crois, ces trésors peuvent devenir des ressources pour le présent et pour l'avenir. L'Iran, ce n'est pas seulement l'islam chiite. C'est l'héritage que vous trouvez d'ailleurs vivant chez les grands penseurs iraniens comme Sohravardi par exemple, ou Mollah Sadra. Hein, c'est l'héritage du mazdéisme. C'est l'héritage de Zoroastre. Lisez les Gathas de Zoroastre. On est 1700 ans avant notre ère. Hein, c'est une des racines du ou des monothéismes. Et vous verrez que se pose la question qui est en réalité une question en tout cas fondamentale de la vie humaine, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan collectif, c'est qu'est-ce que l'agir juste? Qu'est-ce que l'agir juste? Et quand Zoroastre, dans les Gathas, prie son dieu qui est Ahura Mazda, il s'adresse à lui, non pas pour lui dire donne-moi la vérité et donne-moi une révélation que je vais appliquer de façon mécanique. Il lui dit aide-moi à trouver le discernement de ce qui est juste. Bon. Et donc, cette civilisation iranienne, avant même l'islam, elle vient de cet héritage mazdéen
Et elle a hérité aussi, on les appelait les néoplatoniciens de l'ancienne Perse, elle a hérité de toute une sagesse platonicienne. Et c'est intéressant de faire valoir ça aux élèves, par exemple. De dire, vous voyez, aujourd'hui, vous avez un grand pays musulman comme l'Iran. Eh bien, historiquement, ce pays est une hybridation de cultures. Ce pays est une hybridation d'héritages très différents. Il y a l'héritage de l'islam, grand héritage de l'islam et des sagesses de l'islam à l'âge classique. Hein. Mais il y a mêlé à cela, dans un enrichissement réciproque, aussi cet héritage masdéen, aussi cet héritage néoplatonicien. Et par l'héritage platonicien, il y a quelque chose qui associe cet Orient-là, cet Orient persan, cet Orient iranien, à l'Occident hein, et à la grande tradition philosophique grecque qui s'est déployée non seulement vers l'Ouest, mais qui s'est déployée également vers le Nord et vers l'Est. Voilà. Donc, je crois que nous devons avoir confiance dans ce qui se fait, malgré tout. Hein. Hubert Reeves disait patience dans l'azur. Les choses n'arrivent pas tout de suite. Donc confiance dans la patience, si vous voulez. Ce sont des sociétés qui sont dans des grandes tensions, des grandes convulsions, des grands bouleversements. Mais eh bien, comme la nôtre, et c'est toujours en cours chez nous, elles ont encore un rendez-vous avec toutes ces ressources historiques. Voilà. Et il peut être intéressant, encore une fois, avec nos élèves, de montrer que quel que soit le pays du monde, eh bien, ou la société, ou la grande culture, ou la grande civilisation, eh bien, cette civilisation n'a pas d'origine pure, n'a pas d'origine chimiquement pure. Elle est toujours le résultat d'une hybridation. Hein. Quand vous regardez, par exemple, du côté de la Chine, la Chine aujourd'hui, c'est le centralisme autoritaire de Xi Jinping, etc. Mais derrière tout cela, il y a ce poids très ancien dont l'impact aujourd'hui est très difficile à apprécier, de ce qui vient du confucianisme, de ce qui vient du taoïsme, de ce qui vient du Chan. Je parlais du Chan tout à l'heure. Le Chan, grande tradition de sagesse chinoise, hein, a été importée en Chine par Bodhidharma. Elle venait de l'Inde. Donc là aussi, il y a cette hybridation très ancienne. On a besoin de se rappeler tout cela, c'est-à-dire qu'en réalité, à chaque fois, c'est la même histoire. On se mélange et quand on est au meilleur de notre forme humaine, on s'enrichit les uns les autres. On pourrait presque arrêter là, mais alors deux questions qui vont amener des réponses très rapides alors, parce qu'on arrive quasiment au bout. Oui. D'accord. Donc la question est, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et là, avec qui on discute? Qui sont les interlocuteurs? Ah, la grande question française, est-ce qu'on va avoir enfin un monsieur islam avec qui on va pouvoir discuter? En réalité, oui, il y a des vicissitudes continuelles dans l'existence, la mort, je vais pas dire la résurrection, la renaissance du Conseil français du culte musulman, mais on a maintenant, en France, quand même, de manière durable, un certain nombre de figures, de personnalités qui sont reconnues dans la communauté musulmane et avec lesquelles l'État français à tous les niveaux, que ce soit un niveau central ou un niveau régional, va discuter. Regardez par exemple du côté de Lyon, vous avez le recteur de la mosquée de Lyon qui s'appelle Kamel Keptan, qui est véritablement considéré à juste titre comme un interlocuteur valable par les pouvoirs politiques. Du côté de la mosquée de Paris, vous avez eu une succession de grandes figures. Aujourd'hui, c'est l'avocat Shamsdin Hafiz. Regardez du côté de Bordeaux, nous avons le recteur Tarek Obrou, qui est aussi une grande figure. Regardez également ceux qui se sont succédés au CCNE. Ah, ça finit là, ça veut dire qu'il faut. Voilà, là c'est terminé là. On enverra la liste. Hein. Voilà, non, mais effectivement. Alors attendez, parce que il y a une liste. Il se trouve que moi je suis le représentant au CCNE, au Comité consultatif national d'éthique, de l'une des 5 grandes familles philosophiques et spirituelles. Je suis le représentant laïque, bien entendu, de la culture musulmane. J'ai eu des prédécesseurs qui sont aussi dans la communauté musulmane des figures avec lesquelles l'État français, les institutions, les pouvoirs publics à toutes les échelles savent qu'ils peuvent discuter. Je pense à Khaled Bencher, je pense à Sadek Ben Loussif. Donc on a des grandes figures. Et puis, plus important encore que ces figures, on va arrêter d'attendre le Messie. On va arrêter. En réalité, moi je me déplace tout le temps parce que je suis invité à parler par des associations, par des collectifs citoyens, par des institutions, par des administrations, par des entreprises, etc. Eh bien, je vois partout le mélange
Je la vois partout déjà entreprise, cette discussion. Partout où je vais, j'ai affaire à des gens qui sont les membres d'une société multiculturelle, c'est-à-dire que dans le public auquel j'ai affaire, et qui est un public engagé quelque part sur un territoire, eh bien, il y a des gens de toutes les couleurs, il y a des gens de toutes les origines, il y a des gens de toutes les cultures. Donc en fait, bien sûr que nous ne sommes avertis que de l'actualité politique qui souvent nous désespère parce qu'on a l'impression que c'est le bazar du côté de l'islam et qu'on ne sait jamais à qui parler. Mais dans la société française, les choses se font. Elles se tricotent. Hein, je parle des tisserands, moi. Elles se tissent au jour le jour depuis un certain nombre d'années et ça va se faire de manière de plus en plus harmonieuse. Sauf que, attention, encore une fois, la présence de l'islam en France, c'est plusieurs millions de concitoyens. Ça va pas se faire en 5 ans, ça va pas se faire en 10 ans. Peut-être qu'il faudra encore une génération, 2 générations ou 3 générations. Et pour cela, donc, ça engage notre responsabilité active. C'est-à-dire que moi, je renvoie continuellement les gens à eux-mêmes, je leur dis, mais et vous, au fait, est-ce que vous avez dans votre sociabilité, pas votre sociabilité privée uniquement, c'est important, mais votre sociabilité d'engagé au niveau associatif, au niveau professionnel, est-ce que vous avez des espaces dans lesquels cette société multiculturelle est en train de tricoter une nouvelle conscience de soi? Merci.